Le 15 avril 2021, le gouvernement malien de transition, à travers le ministère de l'administration territoriale, a publié le chronogramme électoral. Ce calendrier tant entendu, qui a surgi à 9 mois de la fin de la période transitoire, programme 5 dates essentielles. 31 octobre 2021 pour la tenue du scrutin référendaire, 26 décembre 2021 pour les élections des conseillers municipaux des cercles régions du district de Bamako. Pour la première fois dans l'histoire du Mali, les Maliens seront aux urnes pour des élections concomitantes. Une élection présidentielle qui sera couplée avec les législatives prévues le 27 février pour le premier tour, avec des seconds tours, le cas échéant, pour les 13 et 20 mars 2022. Ce chronogramme, qui suscite les levées de boucliers, est accueilli sur la scène politique malienne avec de multitudes de réactions. Ils sont de différents bords et ils nous donnent leur avis mitigé, pas d'accord, avec des réserves sur ce document qui va suivre. À la première question, à savoir quel est leur avis sur ce calendrier électoral, les acteurs politiques que nous avons rencontrés se prononcent. Je commencerai d'abord par saluer la publication du chronogramme électoral et nous l'accueillons avec beaucoup de satisfaction parce que nous disons que la publication montre que la transition est en train de comprendre une des priorités de l'existence même de la mise en place même de la transition, à savoir l'organisation d'élections transparentes, crédibles et inclusives. Donc la publication de ce chronogramme indique que les autorités de la transition ont compris finalement qu'il faut aller aux élections. Et nous, au niveau de l'ADEMA, nous ne nous déroberons pas. Toutes les contributions qui peuvent être apportées pour que ces élections puissent se tenir de façon régulière et dans le temps imparti, nous le ferons. Mais une chose est de publier le chronogramme, l'autre chose également est de respecter les délais. Nous pensons en ce moment qu'aucune élection ne pourra s'organiser en dehors des partis politiques. Donc il va falloir plus de concertation, plus d'inclusivité pour que les partis politiques puissent apporter leur contribution afin que toutes les dispositions soient prises, afin qu'il n'y ait pas de frustration, il n'y ait pas de retard. Nous sommes dans une période de transition avec un président qui a été désigné, qui a été nommé, qui manque de légitimité forcément, avec un conseil national de transition, avec des conseillers désignés, nommés, et qui aussi forcément manque de légitimité, avec un gouvernement qui n'a pas forcément le soutien de la classe politique ni de la société civile. Donc nous nous trouvons aujourd'hui dans une forme de parenthèse démocratique, c'est-à-dire que la démocratie est mise en parenthèse. Il est important et urgent pour nous de revenir à un cours normal de la démocratie. Donc le fait d'avoir un chronogramme annoncé par les autorités de la transition, pour nous, c'est un bon signal pour un retour vers le jeu démocratique normal. Donc, nous nous en félicitons, nous félicitons les autorités de la transition pour cette initiative d'essayer de programmer les élections et d'aller aux élections. Le RCM se réjouit de la publication du calendrier électoral. Pour cause, s'il faut respecter l'échéance de la transition, il faut aller aux élections. Nous sommes en phase avec le gouvernement par rapport à ça. Et puis, nous notons que, comme certains acteurs politiques, il y en a qui pensaient quand même que les dates annoncées devaient être l'objet d'une discussion élargie pour arriver à un consensus. Mais l'essentiel, je pense que c'est d'y aller aux élections parce que les instances de la transition avaient promis de respecter le délai de 18 mois.
beaucoup étaient réticents et beaucoup n'y croyaient pas. Mais heureusement, ils sont décidés à respecter ce délai et nous sommes prêts à aller aux élections. Nous avons tous appris, comme vous, la publication du projet de chronogramme, parce que ce n'est pas encore un chronogramme définitif, c'est à titre indicatif. Ce chronogramme a l'avantage quand même de rassurer la communauté nationale et internationale que les autorités de la transition souhaitent inscrire leur action dans le cadre du délai imparti à la transition, c'est-à-dire les 18 mois qui est fixé par la charte de la transition. Vous vous souvenez que plusieurs rumeurs avaient été soulevées ça et là pour dire que les autorités et certaines personnalités de la transition souhaitent prolonger la transition. Donc ce chronogramme vient couper court à ces rumeurs. C'est une très bonne chose. Mais pour ce qui est de la quintessence même de chronogramme, nous avons fait un certain nombre d'observations. On ne peut pas prévoir de faire des élections au mois d'août qui, au regard de la loi, est un mois consacré pour la révision des listes électorales. C'est une erreur qu'il faudra corriger. Aussi, on ne peut pas se lancer fixer la date d'un référendum dont on ne connaît même pas le contenu du projet. Pour ce qui nous concerne, nous avons indiqué clairement que l'urgence n'est pas de réviser la constitution de Mali. Parce que nous sommes convaincus que la constitution n'a pas posé un problème. Ce sont les hommes et les femmes qui ont dirigé le pays qui ont posé un problème majeur. Et ce qui a amené notre pays à connaître les différentes crises que vous savez. Et donc pour nous, ce chronogramme, c'est la preuve d'une bonne foi, la bonne foi de se maintenir uniquement dans le délai de la transition, les 18 mois. Ce chronogramme coupe court à toutes les spéculations au sujet d'une probable prolongation de la transition. Depuis le démarrage de la transition, je pense qu'on devrait avoir la projection d'organiser les élections. Mais malheureusement, je dis bien malheureusement, ça a pris un retard inestimable et inacceptable. Et je me demande bien comment organiser une élection aussi importante en 8 mois, et alors qu'on a eu 18 mois pour la préparer. Et le calendrier de la transition était essentiellement focalisé sur l'organisation des élections. Mais je suis aujourd'hui désolé que c'est la pression internationale et c'est des décisions qui émanent d'ailleurs qui nous fait aujourd'hui organiser cette élection. Je pense que c'est très décourageant. J'avoue que nous avons été surpris par ce chronogramme. Surpris parce que nous sommes dans une transition. La transition doit prendre fin en 18 mois. Et pour la fin de la transition, on a besoin d'une seule élection. Et on en parle beaucoup. Il faut que les uns et les autres comprennent que quand on parle de fin de transition, il s'agit de l'organisation d'une seule élection. Élection du président de la République, qui est la clé de voûte de notre dispositif institutionnel aujourd'hui. Quand vous organisez l'élection présidentielle à date, vous finissez, vous sortez de la transition, vous avez rempli votre mandat. De l'autre côté, le peuple malien aussi a exprimé ses vœux. Le peuple a dit: notre démocratie est malade. Notre pays est suffisamment fissuré. Nous voulons des réformes. Nous voulons des réformes pour éviter qu'il y ait encore d'autres problèmes politiques, qu'il y ait encore des soubresauts. En 60 ans d'indépendance, nous avons fait 4 coups d'État. Il y a beaucoup de crises qui surviennent après les élections. Alors le peuple a dit, ce serait une très bonne chose qu'on puisse trouver des solutions à ces crises successives. Et contrairement à toutes ces demandes, une élection pour la communauté internationale, des solutions politiques, des solutions aux problèmes que nous connaissons, les différentes crises, le gouvernement propose plutôt plus d'élections. Mais enfin, le délai restant de 9 mois est-il suffisant pour une organisation transparente des élections, malgré la détermination des autorités transitoires à respecter le délai publié? Pour nous, la bonne question, c'est est-ce que le Mali doit organiser 6 scrutins
dans le temps qui nous reste. Pourquoi 6 scrutins? C'est ça la bonne question. Pour nous, il faut aller à des réformes. Des réformes politiques voulues par le peuple malien pour arrêter les cycles de contestation et les cycles de crise politique que nous connaissons depuis un long moment. Si nous devons organiser des élections, on doit organiser une seule élection. C'est l'élection du président de la République. Et c'est cette élection qui va mettre fin à la transition. Au plus, on pourrait ajouter l'élection des députés. Voilà les 2 scrutins que la transition peut et doit organiser de notre point de vue. Tout le reste du temps, nous devons le consacrer aux réformes. Et c'est ça le rôle d'une transition. Travailler à éviter les crises successives, les crises politiques, les contestations électorales. Moi, je pense qu'à partir du moment que les autorités de la transition ont publié le chronogramme, c'est que les dispositions qui devaient être prises en amont l'ont été. Et ce qui a manqué pour le moment, comme je l'ai dit, c'est la concertation, c'est l'inclusivité, c'est le fait de ne pas pouvoir associer les acteurs principaux vraiment à l'organisation ou à la publication de ce chronogramme. Mais mieux vaut tard que jamais. Donc le comité ou le conseil d'orientation stratégique a été mis en place pour définir un peu le périmètre des réformes. Parce qu'il y a plusieurs types d'élections qui sont programmées. Il y a le référendum, il y a les élections communales, les élections régionales, les élections locales. Il y a également les élections couplées présidentielles et législatives. Alors que les autres élections découlent du référendum. Il va falloir enseignement qu'on se mette d'accord sur le minimum qu'il va falloir intégrer dans les réformes au niveau de la Constitution. Parce que si cela n'est pas fait avec le plus large consensus possible, ça peut impacter sur les autres élections. Donc il va falloir maintenant que dès maintenant, on prend à bras le corps l'organisation du référendum pour que tous les acteurs politiques puissent s'intégrer et que le périmètre puisse être défini, qu'on ne peut pas aller à une nouvelle constitution, mais qu'on peut se mettre d'accord sur un minimum. Et ce minimum peut faire en sorte qu'on puisse faire les autres élections afin que les nouvelles autorités qui pourront être mises en place puissent accompagner ou finaliser le reste. Parce qu'aujourd'hui, une élection se gagne d'abord par la confiance entre les acteurs. S'il n'y a pas le minimum de confiance entre les acteurs, il est difficile d'aller à une élection. Donc, ce que nous demandons aux autorités, c'est de faire en sorte qu'on puisse rétablir cette confiance entre tous les acteurs qui vont être impliqués dans ces élections-là, que ce soit au niveau du référendum, que ce soit au niveau des élections. Il y a des délais précis pour chaque étape d'une élection. Et ces délais doivent être respectés. Actuellement, on est en train d'assister à des scénarios qui sont difficiles à admettre. Pour la révision, par exemple, des listes électorales qui sont prévues en octobre, sont en train d'être ramenées à aujourd'hui. Et l'organisation des référendums, sans pour autant avoir les bases essentielles pour faire une constitution. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à faire pour organiser les élections. Et si on prend une courte période, moi je me pose bien la question si c'est faisable. Mais, je dis bien mais, avec peut-être s'ils ont la volonté, je dis bien la volonté ferme de pouvoir le faire, avec peut-être s'ils demandent aussi l'appui des uns et des autres, tels que les partis politiques, les sociétés civiles, et que tout le pays s'implique, peut-être qu'on pourra organiser et relever le défi. Nous sommes condamnés à organiser des élections transparentes si nous ne voulons pas revivre la situation que nous avons vécue le 18 août 2020. L'unique alternance dans notre pays, ça remonte en 2002. Et les élections, vous savez, il n'y a pas eu d'élection au Mali qui n'a pas été décriée. Il n'y a pas eu d'élection au Mali où il n'y a pas eu une dose de fraude. Et donc, nous sommes condamnés à organiser des élections. Nous, en tant que parti politique, plusieurs d'entre nous ont à un moment donné sollicité la mise en place d'un organe unique de gestion des élections. Parce que nous avons estimé que l'administration est forcément acquise à la cause de ceux qui organisent du régime de pouvoir en place. Mais c'est sans pour autant reconnaître aussi que la mise en place d'un organe unique n'est pas forcément une garantie d'élection transparente. La Guinée, c'est un organe unique, mais les élections se passent dans des conditions décriées par tout le monde. La Côte d'Ivoire, le Burkina,
et plusieurs pays, le Niger, ce sont des organes uniques de gestion des élections. Donc, l'organe unique de gestion des élections n'est pas forcément une gage, n'est pas une garantie de transparence. Moi, je pense que pour cette fois-ci, si nous arrivons à nous mettre d'accord sur un processus qui résultera du consensus, un processus où nous mettrons toutes les chances de notre côté, c'est-à-dire voir pourquoi ne pas publier les résultats bureau de vote par bureau de vote, pour que les délégués des partis politiques puissent confirmer ou infirmer les résultats publiés. Donc, nous sommes condamnés à avoir des élections libres et transparentes en ce qui concerne les présidentielles et l'ensemble des élections que notre pays veut organiser. Si chacun met la bonne volonté, je pense que c'est possible. Rien n'est impossible s'il y a la bonne volonté. Les acteurs de la transition, la classe politique, si chacun de son côté, les acteurs de la société civile, si chacun se met de son côté à travailler dans ce sens, il n'y a pas de raison que le délai ne soit pas respecté. Et nous sommes confiants et que c'est vraiment possible d'y arriver. Pour ce qui concerne l'élection présidentielle, nous pensons que c'est l'élection principale pour mettre fin à la transition. Nous pensons que malgré les difficultés actuelles, qu'on peut organiser une élection présidentielle équilibrée, une élection présidentielle juste, une élection présidentielle transparente, où on va mettre tous les candidats sur le même pied d'égalité, les traiter de la même façon et permettre à une majorité des Maliens d'exprimer leur volonté. Donc pour nous, il faut aller aux élections, nous sommes prêts pour les élections, mais nous ne voulons pas que dans un délai aussi court et compte tenu des enjeux de ces élections, on ne peut pas se permettre le luxe ou se donner la liberté d'aller vers des échecs. Après ce tour de table, nous avons demandé aux acteurs de la classe politique, à défaut d'une prolongation, qu'est-ce qui peut être envisageable? Nous ne souhaitons pas que la transition dépasse les 18 mois. Pour nous, une bonne transition est une transition courte et 18 mois déjà en termes de transition, c'est suffisant, c'est beaucoup. Parce que comme j'ai dit, c'est une période où on met la démocratie entre parenthèses. Le peuple malien a opté pour la démocratie et nous souhaitons qu'on puisse revenir très très rapidement sur de bons rails, renforcer notre démocratie et donner la parole au peuple. Nous ne souhaitons pas qu'on continue à confier le destin du Mali. Peu importe la bonne volonté de l'équipe qui est là, mais c'est une équipe qui n'a pas été élue, c'est une équipe qui n'a pas été choisie par le peuple malien. Donc il y a forcément un manque de légitimité et ce manque de légitimité au sommet de l'État ne doit pas continuer. De notre point de vue, on n'a pas besoin de prolonger la transition. Mais il faut s'en tenir, comme je l'ai dit, aux choses essentielles. Il ne faut pas aller trop se disperser. Nous avons demandé des réflexions sur la Cour constitutionnelle à travers le dialogue national. La Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a posé également le problème de la charte des partis politiques. Le dialogue national a posé le problème de l'égal accès, du comité de l'égal accès aux médias d'État et de la HAC. La Cour constitutionnelle a posé un certain nombre de problèmes. N'allons pas aux revendications du M5. On peut juste s'en tenir aux problèmes posés par le dialogue national inclusif. De notre point de vue, la transition devait réfléchir à cela. La Constitution, le débat sur la Constitution, le débat également sur l'accord pour la paix, ce débat aussi est là, et le débat du fichier. Voilà des réformes importantes. Il ne s'agit pas de terminer toutes ces réformes, mais il faut les entamer. Il faut que la réflexion démarre. Mais au lieu de s'en tenir à ça, et au lieu de s'attaquer à cette réflexion, le gouvernement va plutôt vers l'organisation d'élections. Et sur la base des documents et des structures qui sont décriées par la classe politique. Sans changement, le chronogramme ne tient pas compte de cette évolution. Le chronogramme est fait sur la base des textes existants, y compris la Constitution de 1992. Cela pose problème. Je ne suis pas favorable au report de la transition. Je ne suis pas favorable. Puisque les acteurs qui sont chargés d'organiser ces élections
pensent que c'est possible, il faut les accompagner. Il faut les accompagner et pour que le délai soit respecté. Parce qu'une fois que le délai n'est pas respecté, mais c'est le champ libre à toutes les possibilités. Le report, ça peut amener des problèmes après. Moi, je crois que pour un départ, si les acteurs, le président, la transition, le premier ministre, le vice-président, le conseil national de transition pensent que c'est possible, le gouvernement pense que c'est possible, il faut croire et puis il faut aller aux élections. Je pense qu'un report n'est pas adapté. Nous devons tout mettre en œuvre pour que la transition ne dépasse pas le délai imparti. C'est là parce que il faudrait que les gens aient en mémoire qu'au Mali, le pouvoir, c'est dans les urnes. Le pouvoir, c'est dans les urnes. Un pouvoir qui vient par cette voie n'est pas la voie indiquée. Et s'installer là-dedans de façon interminable peut donner des idées à d'autres personnes. Et aujourd'hui, ce qui inquiète le plus, c'est que ça inquiète les investisseurs, les partenaires techniques financiers, parce qu'ils ne pourront pas mettre de l'argent dans les structures de développement du pays. Donc le pays est à l'arrêt. Donc pour rassurer davantage les partenaires, rassurer les investisseurs, il faut qu'on sorte de la transition pour aller à des élections. Donc c'est des pouvoirs élus, des pouvoirs légitimes qui peuvent être des partenaires crédibles vis-à-vis de la communauté internationale. Une prorogation de la transition doit être hors de question. Doit être hors de question. Parce que ils ont eu les 18 mois pour organiser. Ils n'ont pas eu la capacité de le faire. Et donc, il va peut-être falloir reprendre tout le processus et mettre en place une autre transition s'il le faut. Sinon, ça serait difficile qu'ils puissent le faire quand ils le prolongeront. Nous sommes exprimés à ce sujet. Nous avons indiqué qu'une transition est par définition une période courte. 18 mois, je crois que c'est largement suffisant pour poser les bases d'un nouveau départ pour un pays. Parce que 18 mois, figurez-vous, c'est quand même presque un tiers d'un quinquennat. On ne va pas s'éterniser dans la transition. Un quinquennat, c'est 5 ans, c'est 60 mois. 18 mois, c'est presque 20 mois. Donc, c'est un tiers d'un quinquennat. Un pays qui passe un tiers d'un quinquennat dans une période de transition qui, par essence, est une période courte, bon, je pense que c'est assez suffisant. Mais le peuple malien, l'ensemble des forces vives, classe politique, société civile, hommes de médias, hommes de culture, au moment opportun, peut être amené à se prononcer. Mais pour notre part, la transition, c'est une période courte. Qui parle d'élections, parle de partis politiques. L'aide publique aux partis politiques est à la pointe des discussions et alimente des débats politiques. Cette aide est-elle nécessaire, vu les problèmes financiers auxquels le pays fait face? Les avis divergent. Bon, nous avons des convictions intimes, parce que nous sommes en mission. Notre mission, c'est de réhabiliter la politique. C'est de réhabiliter les hommes politiques. C'est d'affirmer à notre peuple que la politique, c'est une chose noble. La politique, c'est la vérité. La politique, c'est la transparence, c'est la clairvoyance. Depuis la création de notre parti, nous nous sommes opposés au financement public des partis politiques. Dans un pays où vous n'avez pas d'hôpitaux, dans un pays où la quasi-totalité de vos responsables politiques vont se soigner à l'étranger, dans un pays où l'éducation est à la baisse, dans un pays où le chômage est chronique, dans un pays où l'économie n'est pas stable, vous ne pouvez pas vous permettre d'engager les fonds publics dans l'animation des partis politiques. Et c'est pourquoi nous n'avons jamais déposé de dossier pour avoir le financement public des partis politiques. Souvenez-vous que lors de la conférence nationale des forces vives, la conférence nationale qui a posé les bases de la renaissance de la démocratie, du nouveau départ démocratique, cette question du financement des partis politiques a été rejetée par la conférence nationale. C'est après les élections de 92, le pouvoir qui en est issu, ce pouvoir-là qui a amené cette histoire de financement des partis politiques. Le financement public des partis politiques dans un pays comme le Mali,
où tout est à refaire, où nous n'avons pas de système de santé, où nous n'avons pas de système éducatif fiable, où nous n'avons pas une économie stable, où les jeunes se plaignent, on ne peut pas se permettre d'engager des milliards dans les partis politiques. Donner des milliards pour que les partis politiques se le distribuent, ce n'est pas acceptable. Il est important que dans un pays où la démocratie cherche encore sa voie, où la démocratie est en construction, il faut pouvoir donner l'opportunité à toutes les sensibilités de s'exprimer. Il ne faut pas que l'argent fasse le jeu démocratique à la place des idées. Donc, nous pensons qu'un financement de la part de l'État peut permettre aux tout petits partis qui ont de bonnes idées de pouvoir les exprimer, de pouvoir aller vers les populations, discuter avec les populations, enrichir le débat politique. Et autrement, c'est seulement ceux qui ont de l'argent qui vont pouvoir discuter avec les Maliens et finalement, c'est l'argent qui va déterminer qui est légitime, qui n'est pas légitime ou qui a voix au chapitre ou qui n'a pas voix au chapitre. Donc, nous pensons qu'à ce stade de construction de notre démocratie, un appui de la part de l'État à différentes sensibilités permettra aux Maliens d'entendre ces sensibilités et de pouvoir choisir en toute connaissance de cause. L'aide publique aux partis politiques est un droit. L'aide publique est un droit. Et au Mali, tous les partis politiques ont droit, si vous avez un certain nombre de députés. Et l'aide publique, c'est le fonctionnement du parti. L'aide publique, c'est le fonctionnement, c'est la gestion globale des partis. Et si les partis sont privés de ces aides, je pense que ça va être difficile pour eux de pouvoir s'en sortir. Mais faudrait-il aussi que ces aides-là puissent être utilisées à bon escient, c'est-à-dire être mis au service des activités politiques et pour renforcer réellement la capacité des membres des partis politiques. Les finances actuelles du pays nécessitent une réflexion par rapport à l'aide publique allouée aux partis politiques. Je pense que les partis politiques doivent accepter cet effort parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le budget du pays n'est pas en mesure de financer tous les besoins du pays. Et si les décideurs à ce stade pensent qu'il faut annuler cette aide aux partis politiques compte tenu des contraintes budgétaires, nous sommes très favorables. L'aide publique, c'est une revendication du mouvement démocratique. Et l'aide publique a des objectifs précis. Les partis politiques ont pour mission de conquérir le pouvoir. Et dans cette conquête du pouvoir, les partis ont un rôle d'éducation et de formation de la population qui nécessite un budget. Et c'est en cela que c'est nécessaire. Deuxième point, si vous ne financez pas vos partis politiques, et beaucoup de partis le font, beaucoup de pays le font, si vous ne financez pas les partis politiques, il y a des ressources occultes qui vont être utilisées pour financer les partis politiques. Et celui qui finance à travers ces ressources occultes pourrait négativement impacter sur la vie du pays. Pour ces raisons-là, il faut financer les partis politiques. Et financer les partis politiques, mais exiger que les partis réalisent leur mission. Un parti est créé pour conquérir le pouvoir. Le parti qui est là, qui ne va jamais aux élections, perd sa raison d'être. Il ne faudrait pas que les gens pensent que l'aide aux partis politiques est comme une aumône. C'est un acquis de la démocratie. Et cet acquis est irréversible. Les partis politiques participent à l'animation de la vie sociale, à l'animation de la vie politique, à la formation, à la sensibilisation des citoyens. Aujourd'hui, c'est une loi. C'est le peuple souverain du Mali qui a décidé qu'il faut en ce moment accorder cette récompense aux partis qui vont s'investir sur le terrain afin d'avoir des élus, parce que ce n'est pas tous les partis politiques qui bénéficient de cette subvention de l'État. C'est une récompense du mérite, de l'implication
et de l'animation ou de l'existence réelle des partis politiques. Donc moi je pense que le débat qui a cours aujourd'hui pour dire qu'il faut ou il ne faut pas, moi je pense que c'est comme si on est en train de mettre en péril la démocratie malienne parce qu'en l'absence de cette aide aux partis politiques, c'est la porte ouverte à toute forme de financement. Donc on peut maintenant assister à des partis qui pourront être pris en charge par des narcotrafiquants. Donc moi je pense, à partir du moment où il y a des devoirs ou des obligations qui sont imposées à ces partis politiques par rapport aux sources de financement, l'État se doit d'être regardant en attribuant ces trucs. Mais il faut maintenant voir comment peut-être revoir les critères d'attribution de l'aide aux partis politiques. Mais l'aide aux partis politiques, pour moi, doit être considérée désormais comme un acquis démocratique et qui doit être considéré comme irréversible. Notre pays est presque dans l'impasse, au bord du gouffre, et traverse une période cruciale de son histoire. Quelle solution nous reste-t-il pour sortir de ce gouffre? C'est d'abord qu'il y ait l'union sacrée autour du Mali, que nous mettions le Mali au-dessus de tout et que nous arrêtons de nous culpabiliser. Au lieu de regarder dans le rétroviseur, que les Maliens puissent regarder vers l'avenir. Le Mali a toutes les potentialités, nous avons toutes les ressources. Ce qui manque au Mali, c'est l'union sacrée, c'est l'entente, c'est l'acceptation de l'autre. Moi je pense que la solution est entre les mains des Maliens, mais il faudrait que nous acceptions de mettre les intelligences et les compétences ensemble pour dire que ce pays n'appartient qu'à nous-mêmes. D'abord, il faut aller ensemble, il faut se donner la main, il faut travailler ensemble. D'abord sur le plan sécuritaire, parce qu'on peut avoir toutes les bonnes initiatives, quand il n'y a pas la sécurité, ça ne peut pas marcher. Il faut trouver les moyens pour instaurer la sécurité et la paix au Mali. Ça, c'est la condition sine qua non de tout développement. Les acteurs politiques aussi doivent conjuguer leurs efforts pour appuyer les acteurs de la transition afin de trouver un consensus pour aller aux élections, pour qu'au terme de ces élections, qu'ils puissent sortir des institutions crédibles et que ces résultats ne soient contestés de personne, que ce soit des résultats acceptés par tous. D'abord la paix, les bonnes élections, des élections crédibles, et puis une cohésion sociale, parce qu'il faut se donner la main. Aujourd'hui, le pays a besoin de ça. D'abord, la transition doit être la plus inclusive possible. La transition doit être, encore une fois, la plus inclusive possible. Et je dis pour la troisième fois, la transition doit être la plus inclusive possible. Une transition est une opportunité pour un pays. C'est là où vous n'avez aucun pouvoir dirigeant en termes de pouvoir politique. Il n'y a pas de majorité, il n'y a pas d'opposition. Et c'est une chance. Normalement, les débats les plus difficiles, c'est pendant les transitions qu'on peut les mener. Mais pour que cela puisse se faire, il faut que la transition soit inclusive. La transition inclusive, mais aussi une transition qui s'occupe des réformes, qui s'occupe moins d'élections, mais plus des réformes. La transition doit travailler sur les réformes qui sont déjà identifiées. Ce sont ces réformes qui vont éviter à notre pays d'aller encore à des crises politiques. Toutes les élections ont été contestées. Les proclamations au niveau de l'administration territoriale sont contestées. Les proclamations au niveau de la Cour constitutionnelle sont contestées. Ces réformes sont identifiées. La transition devait commencer à réfléchir sur ces réformes-là et faire en sorte que nos élections soient les plus transparentes possibles, les moins contestables possibles. La potion magique, la recette magique, c'est de faire confiance aux hommes qui ont décidé de réhabiliter la politique en plaçant les hommes politiques devant la scène, les hommes politiques qui ne font confiance qu'aux valeurs, qu'à l'intégrité, qu'à la morale et qui, en prenant toute décision, ne pensent qu'à une seule chose, l'intérêt du pays. Donc pour terminer, la potion magique, c'est de placer à la tête du pays
des hommes qui sont décidés à réhabiliter la politique, des hommes qui sont décidés à placer au cœur de leurs actions les préoccupations majeures de leur peuple. Parce que c'est à ça, le salut vient de là. C'est à ça que nous devons notre salut. Toute autre chose, c'est vraiment pour moi chimère, ce n'est pas constructif, ce n'est pas productif. Et donc, nous demeurons convaincus que notre pays n'était pas comme ça. La nation n'était pas comme ça. Où ce sont des gens de peu de valeur qui dirigent le pays. Mais notre pays est devenu comme ça. Ça veut dire qu'on peut arrêter d'être comme ça. Une proposition de sortie de crise, nous avons en tant que Ligue démocratique pour le changement travaillé sur un projet de société qui est axé sur un certain nombre de points. Nous pensons que la première des choses sur laquelle il faut travailler, c'est l'éducation. L'éducation, car pour nous, la première richesse d'un pays, c'est la ressource humaine. Un peuple éduqué, c'est un peuple qui sait exactement comment choisir, par exemple, lors des élections. Il faut une économie solide dans un pays pour pouvoir soutenir non seulement le projet d'éducation que je viens de citer, mais en même temps pouvoir offrir un certain nombre de services de base à la population. Je vais juste demander de réunir les experts. Les experts, le Mali ne manque pas d'experts. Les experts seront là. Ce n'est pas une baguette magique comme on le dit, c'est des réflexions, c'est-à-dire avec des gens qui sont là. Et au niveau des phares, je vais peut-être revenir. Il y a camarade Mouribo Selibé qui a de l'expertise à revendre. Et j'étais un peu surprise de voir que pour la question de la refondation, on fait recours à des experts en dehors du pays, alors qu'on a de l'expertise dans ce pays-là. Et toutes ces questions, on a de l'expertise pour pouvoir le travailler bien et très bien d'ailleurs, pour que le Mali puisse vraiment avoir des tracés, avoir un bon chemin pour que la démocratie puisse retrouver sa forme.